Benjamin Netanyahou était visiblement ébranlé par l'extraordinaire départ collectif qui a eu lieu à l'Assemblée générale de l'ONU, juste au moment où il montait à la tribune pour prendre la parole. Les délégués de plus de 50 pays ont quitté la salle dans ce qui fut un acte héroïque, signalant qu'Israël est aujourd'hui plus isolé que jamais. Et si vous aviez écouté les propos de Benjamin Netanyahou, vous comprendriez pourquoi. Il a parlé pendant pas moins de 40 minutes, dans un déni stupéfiant des crimes de guerre sanglants et du génocide commis par son régime, non seulement à Gaza, mais aussi dans le reste de la région. Son discours était un mélange de propagande guerrière, de glorification du génocide et de déni pur et simple des crimes de guerre à travers toute l'Asie de l'Ouest. Les dizaines de sièges vides présents pendant l'intervention de Netanyahou n'étaient pas exactement le fruit du hasard. C'était un rejet, et qui plus est, coordonné, d'un dirigeant, d'un soi-disant homme, défendant un génocide à Gaza, tout en présentant Israël comme la victime perpétuelle. Bien sûr, nous avons vu la délégation américaine rester assise, mais le reste du Sud global, les nations arabes, africaines, d'Amérique latine, et même de nombreux délégués d'Europe occidentale, avaient quitté la salle avant même que Netanyahou ne puisse prononcer un mot. Mais oh, il en a prononcé. Des mots, et bien sûr ses propos étaient entièrement prévisibles, car Netanyahou, à chaque fois qu'il parle, est jugé par l'opinion publique mondiale. Il a commencé, comme toujours, à l'Assemblée générale de l'ONU, en brandissant une carte. Il fait toujours cela. Cette fois, la carte représentait l'axe de la terreur de l'Iran, entre guillemets. L'Iran, le Hezbollah, le Hamas, Bachar al-Assad, qui a depuis été renversé, et les Houthis, mieux connus sous le nom d'Ansar Allah. Il a affirmé qu'Israël avait écrasé le Hamas, ce qui n'est qu'un autre euphémisme pour désigner le massacre de civils palestiniens. Car soyons honnêtes, la résistance palestinienne continue de se battre en ce moment même dans la ville de Gaza, détruisant des chars israéliens et tuant même des commandants de haut rang. Il s'est vanté d'avoir paralysé le Hezbollah et détruit l'arsenal d'Assad. Il s'est même vanté de la guerre de 12 jours, l'opération Lion-Levant, qui selon Israël s'est soldée par une victoire. C'est très intéressant, car Israël a en réalité tellement épuisé ses défenses aériennes que les États-Unis ont dû organiser ce qui était principalement une campagne théâtrale de bombardement en baie 2 contre les sites nucléaires iraniens et dire à Israël de se retirer, car il ne serait pas capable de se défendre plus de ces 12 jours. Mais la réalité, bien sûr, n'entrave jamais l'habitude et l'addiction de Netanyahou au mensonge. Netanyahou a fait ce qu'il sait faire de mieux à l'Assemblée générale de l'ONU. Applaudir les assassinats extrajudiciaires, que ce soit lors de l'attaque de Cana au Liban, qui a tué des milliers de civils et en a blessé beaucoup d'autres, ou contre les scientifiques et dirigeants iraniens qui ont été ciblés au fil des années, y compris pendant la guerre de 12 jours par des agents du renseignement israélien. Ce n'était donc pas du tout un discours de paix. Ce n'était pas un discours d'un dirigeant légitime. C'était un discours de guerre. C'était un discours où il s'est vanté de bombarder d'autres pays et de tuer des civils. Et c'est pour cela que les délégués sont partis. Ce triomphalisme décomplexé n'est plus toléré. Ainsi, Netanyahou est bien sûr revenu sur le 7 octobre, décrivant en détail les atrocités qu'aurait commises le Hamas. Bien entendu, nombre de ces atrocités ont été démenties, qu'il s'agisse des bébés brûlés vifs, des hommes décapités ou des femmes violées. Tout cela a été réfuté non seulement par des journalistes indépendants, comme ceux de The Grey Zone et d'Electronic Intifada, mais aussi confirmé par les médias israéliens. Même si tout cela pouvait être perçu comme une raison de sympathiser avec Israël, la réalité est que ces mensonges, qu'ils soient vrais ou non, ne justifient en rien la guerre sans fin menée contre Gaza. Il a aussi fait des choses très absurdes. On Gaza, he did very silly things as well. Netanyahu really did humiliate himself
Netanyahou s'est vraiment humilié lors de ce discours. Il a sorti un code QR que les délégués et les membres du public pouvaient scanner pour montrer pourquoi Israël se bat. Il a également utilisé des haut-parleurs de qualité militaire pour envoyer un message fort aux otages restants, ou prisonniers de guerre, comme nous devrions les appeler, actuellement détenus dans le camp du Hamas, afin de montrer à quel point il se soucie d'eux. Mais la réalité, c'est que des milliers et des milliers d'Israéliens eux-mêmes ont manifesté à Tel Aviv, exigeant la fin du génocide à Gaza, non pas parce qu'ils s'opposent au génocide. Nous savons que plus de 80% des Israéliens soutiennent en réalité la violence exercée contre les Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie et dans le reste de la Palestine proprement dite. Mais ils veulent voir les prisonniers de guerre libérés, parce qu'il est désormais bien connu que le génocide en cours à Gaza a en réalité tué nombre de ces prisonniers de guerre, et que le Hamas a clairement déclaré qu'il ne pouvait pas protéger les prisonniers de guerre, alors qu'Israël mène son bombardement sauvage et barbare de la bande de Gaza. Netanyahou a, comme on pouvait s'y attendre, réduit l'ensemble de la population palestinienne à l'ennemi, le Hamas, instrumentalisant la douleur des gens du monde entier pour justifier des massacres de masse. Mais bien sûr, il n'a jamais reconnu les dizaines de milliers de Palestiniens tués depuis, et ce que The Lancet estime être en réalité probablement des centaines de milliers aujourd'hui, compte tenu de l'impact de la campagne de bombardement menée précédemment par Israël. Ainsi, Netanyahou a affirmé dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU que ses propos étaient diffusés sur ses haut-parleurs afin de s'adresser directement aux otages. Il a dit à Hamas, je cite, « Libérez les otages maintenant, et si vous ne le faites pas, Israël vous traquera. » Il s'agissait bien sûr d'un acte politique performatif, car Israël n'a pas été capable de traquer le Hamas. En réalité, chaque fois qu'Israël bombarde Gaza, chaque fois qu'il détruit les infrastructures du peuple palestinien, chaque fois qu'il commet un acte de génocide, ce qui se produit chaque seconde de chaque jour, tant que cela continue, il y a davantage de Palestiniens qui rejoignent la résistance pour riposter. Et cela restera une réalité qu'Israël ne pourra jamais surmonter. C'est ce que savent les délégués à l'Assemblée générale de l'ONU. Ils savent que leur institution est incapable d'arrêter ce qui se passe à Gaza. Ils veulent que cela cesse, car à bien des égards, le droit international a été utilisé et instrumentalisé pour étouffer la résistance. Et ce sont seulement des pays comme la Chine, qui continuent de respecter de nombreuses parties des conventions de Genève et de la Charte des Nations Unies, qui affirment que la résistance armée est en réalité un droit des peuples opprimés, en particulier des peuples colonisés luttant contre des envahisseurs étrangers, ce que le peuple palestinien fait précisément depuis plus de 75 ans maintenant. Netanyahou, bien sûr, a tourné en dérision l'accusation de génocide, comme on pouvait s'y attendre. Quel pays, a-t-il dit, commettant un génocide, larguerait des millions de tracts pour évacuer les civils? Eh bien, oui, il le ferait, car tout ce qu'Israël a fait pourrait être considéré comme un génocide. Des rapports indépendants de l'ONU font état de massacres massifs de civils, de famine et de ciblage systématique des infrastructures. Netanyahou n'en a absolument pas parlé. Ce qu'il a sélectionné, bien sûr, c'est la déclaration de l'officier militaire américain John Spencer, affirmant qu'Israël minimise les pertes civiles mieux que n'importe quelle armée de l'histoire. Bien entendu, aucune preuve n'a été fournie pour étayer ces affirmations. Et il n'y a plus de volonté, dans le monde entier, d'écouter un dirigeant qui prétend qu'il n'y a pas de massacre de masse, alors que nous le voyons tous sur nos téléphones et nos écrans chaque jour. Netanyahou affirme également qu'Israël envoie 2 millions de tonnes de nourriture et d'aide, 1 tonne par personne, et accuse le Hamas de les voler. Cela, bien sûr,
contredit les nombreux rapports que nous avons désormais sur la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis, qui a été montrée en train de tirer sur des Palestiniens et d'en tuer alors qu'ils attendaient de l'aide, de la nourriture et d'autres fournitures médicales. Cela contredit également le fait que les flottilles de la liberté, les flottilles Samoud, qui naviguent vers Gaza, ont été attaquées par Israël avec des drones et diverses autres manœuvres pour les empêcher d'atteindre leur but. Nous savons que la dernière flottille, qui a navigué vers Gaza il y a un peu plus de 10 ans, a également été attaquée par Israël et qu'environ 10 personnes ont été tuées. Et cela sans même mentionner le fait que des milliers et des milliers de tonnes d'aide humanitaire attendent de l'autre côté du poste frontière avec l'Égypte, Israël empêchant leur entrée. C'est ainsi depuis le début du génocide en cours. Il s'agissait donc vraiment d'une inversion calculée. Les Palestiniens qui meurent de faim sous blocus sont traités de menteurs et d'agents du Hamas, tandis qu'Israël est présenté comme leur véritable pourvoyeur. Et cela doit être considéré comme une insulte totale et absolue à l'humanité de chacun. C'est pour cela que des délégués quittent l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est aussi pourquoi Israël est aujourd'hui plus isolé que jamais. Parce que pourquoi? Plus personne à ce stade, avec la moindre once d'humanité, ne peut supporter d'écouter Benjamin Netanyahou et continuer à avaler la Hasbara qui sort d'Israël. Et cela, en réalité, a un effet marqué sur la capacité d'Israël à mener ses affaires, sur sa capacité à poursuivre son expansionnisme continu. Car souvenez-vous, c'est le projet du Grand Israël qu'Israël cherche à réaliser. Israël souhaite s'étendre en Égypte, en Arabie saoudite. Il veut réellement construire du fleuve à la mer, une expression souvent critiquée lorsqu'elle est utilisée par des militants palestiniens ou des partisans de la solidarité avec la Palestine. Pourtant, c'est exactement ce qui figure dans la charte du parti Likoud, auquel appartient Netanyahou. C'est pourquoi Netanyahou condamne si fermement la reconnaissance des frontières de 1967, la solution à 2 États, qui a désormais été, du moins en parole, reconnue par plusieurs pays. Le nouveau mantra consiste à parler de récompenser le terrorisme et à affirmer que près de 90% des Palestiniens ont soutenu le 7 octobre, rejetant la solution à 2 États comme un refus palestinien d'un État juif. Tout cela vise à nier à la Palestine non seulement son droit à l'État, mais aussi son droit à l'existence. Et c'est, en fin de compte, le plan qu'Israël poursuit. Il a fait remarquer que donner un État à la Palestine reviendrait à donner un État à Al-Qaïda à 1 kilomètre de New York, après le 11 septembre. Et nous n'avons même pas besoin d'aborder toutes les suspicions que certains nourrissent quant à une implication israélienne dans cette affaire. C'est donc assez ironique, car alors que l'Assemblée générale de l'ONU se tenait avant le discours de Netanyahou, nous avons vu l'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, rencontrer le soi-disant président syrien, le chef d'un régime fantoche. Il s'agissait d'un dirigeant d'Al-Qaïda que Petraeus a probablement formé. C'est donc une inversion intéressante de la réalité, qui montre aussi à quel point le régime israélien est désespéré. Le message le plus clair de Netanyahou était qu'il n'y aura pas d'État palestinien tant qu'Israël pourra mener ses meurtres arbitraires. Et ce refus doit croître towards un pan palestinien est réalité par la majorité du monde. This rejection of Palestinian statehood is actually opposed by most of the world. If you see the UN votes, si vous regardez les votes à l'ONU, les votes de l'Assemblée générale des Nations unies au fil des années, ils sont massivement en faveur du respect du droit du peuple palestinien à avoir un État, étant donné qu'ils étaient les premiers dirigeants, les premiers occupants et habitants de cette terre. Aujourd'hui, Netanyahou n'a pas seulement attaqué le Hamas, le Hezbollah, l'Iran et ceux qu'il considère comme des adversaires d'Israël, ceux qu'il ne peut pas vaincre. Car, comme vous le savez, Ansarallah du Yémen poursuit sa campagne en mer Rouge et lance des drones qui ont effectivement réussi à percer les défenses aériennes israéliennes. L'Iran, lors de la guerre de 12 jours,
a prouvé qu'il était tout à fait capable de lancer des missiles balistiques, causant des dégâts de plusieurs milliards de dollars au régime israélien. Et bien sûr, le Hamas et la résistance palestinienne n'ont pas abandonné. Ainsi, ne pouvant pas vaincre la résistance, Netanyahou tourne désormais son attention vers ses soi-disant alliés et les dirigeants mondiaux, qu'il accuse de manquer de courage, y compris les dirigeants européens, qu'il a qualifiés d'apaisants du mal. Les accusations de génocide et de famine étaient, selon lui, des calomnies sanglantes, et il a attaqué les médias occidentaux traditionnels en les qualifiant de bras de propagande du Hamas. Imaginez, a-t-il dit, alors qu'il faisait la leçon à des dirigeants dont les citoyens civils sont morts lors de manifestations à Gaza, leur disant qu'ils étaient des lâches. Il n'est donc pas étonnant que les délégués soient partis. Rappelons qu'un citoyen américain a été tué lors d'une frappe israélienne au Liban quelques jours seulement avant son discours. Alors, Netanyahou, bien sûr, a fait ce qu'un dirigeant israélien ferait lorsque son dos est contre le mur. Il a baisé la bague de Donald Trump. Il a baisé la bague de Donald Trump pour avoir soutenu les frappes aériennes d'Israël contre l'Iran, pour avoir combattu l'antisémitisme et pour avoir négocié les accords d'Abraham. Rappelons que tout cela est désormais caduc, en particulier les accords d'Abraham. Après qu'Israël a attaqué le Qatar, afin de tenter de tuer des négociateurs du Hamas dans les semaines précédant l'Assemblée générale de l'ONU. Trump comprend, a-t-il dit, mieux que quiconque, qu'Israël et l'Amérique font face à une menace commune. Et il faut voir cela moins comme un discours à l'ONU que comme une campagne pour Donald Trump, afin d'obtenir son soutien continu au génocide, et en somme, à tout ce qui est possible. Israël le fait. Et il y a aussi des soupçons selon lesquels Donald Trump pourrait en réalité être victime de chantage à ce stade à cause de toute l'affaire Epstein. Cela pourrait bien sûr expliquer en partie pourquoi Donald Trump continue de permettre à Israël d'agir comme il le fait à Gaza et dans la région. Mais en réalité, la politique étrangère américaine a toutes les raisons de laisser Israël faire ce qu'il fait. Car depuis plusieurs décennies, et même plus longtemps encore, la politique étrangère américaine vise à déstabiliser la région, afin que la primauté des États-Unis puisse se poursuivre sans encombre. C'est pourquoi nous avons vu les États-Unis s'impliquer avec autant d'enthousiasme aux côtés d'Israël contre l'Iran lors de la guerre de 12 jours en juin dernier. C'est pourquoi nous avons vu guerre après guerre menée par les États-Unis, de l'Afghanistan à l'Irak, avec le soutien explicite d'Israël. Un soutien si marqué que Netanyahou lui-même faisait du lobbying au Congrès pour l'invasion de l'Irak, juste avant qu'elle n'ait lieu. L'alignement est évident. La domination totale des États-Unis, la doctrine Wolfowitz, tout cela est en parfaite adéquation avec des politiques comme le plan Oded Yinon ou le document Clean Break, qui partent tous du principe que l'existence même d'Israël repose sur la déstabilisation et le renversement de régimes, de gouvernements et bien sûr de tout mouvement, de résistance ou autre, qui ferait obstacle au projet israélien d'expansion vers le Grand Israël. Ainsi, l'Assemblée générale de l'ONU a montré que tout cela n'est plus acceptable. Et il est important de noter que c'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel que les Nations unies, que le système du droit international lui-même, malgré toutes ses imperfections, soit respecté dans toute leur rigueur, car nous avons besoin de plus de démonstrations mondiales. Nous avons besoin que ces institutions montrent qu'elles défendent la lettre de la loi à laquelle elles ont toutes souscrit. Et cela devient chaque jour plus difficile. Alors qu'Israël bénéficie d'un blanc-seing sans qu'aucune mesure ne soit prise à son encontre par la même instance qui prétend être l'arbitre du droit international et de la paix. Clin d'œil, Donald Trump, qui dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU s'est présenté comme le faiseur de paix.
Eh bien, Donald Trump est le principal obstacle à la paix, à l'existence palestinienne, à la création d'un État palestinien, et bien sûr à la fin des massacres aveugles que commet Israël à Gaza, au Liban et dans le reste de la région. Netanyahou a finalement changé de ton pour célébrer les nouvelles possibilités de paix. Maintenant que tout le monde a été vaincu, en quelque sorte, il a affirmé qu'Israël allait étendre les accords d'Abraham. Il a cité des propos encourageants venus d'Indonésie, même si nous avons vu l'Indonésie annoncer qu'elle allait envoyer 20 000 casques bleus pour faire respecter une éventuelle fin de ce génocide. Mais cette paix est bien sûr conditionnelle. Toute possibilité pour Israël de mettre fin à son massacre aveugle est conditionnée et dépend d'une soi-disant victoire militaire israélienne, selon les termes d'Israël, avec les Palestiniens non seulement complètement exclus, mais probablement même pas existants du tout. C'est pourquoi le discours de Netanyahou a sonné creux. Et c'est pourquoi la glorification d'une guerre sans fin a été accueillie par. Quel est donc le but de tout cela? Eh bien, le but, c'est qu'Israël est dans une situation très difficile. Il n'est plus question qu'Israël soit perçu comme une entité à protéger. En fait, cette sortie de l'Assemblée générale de l'ONU montre que le monde en a assez d'Israël, et pour de très bonnes raisons. Ce n'est pas seulement que le génocide commis par Israël à Gaza a engendré des horreurs indicibles et peut-être inégalées à aucun moment de l'histoire moderne. Ce n'est pas seulement qu'Israël cherche à répéter ses crimes encore et encore, que ce soit au Liban, en Syrie, ou bien sûr contre l'Iran et au Yémen, où des frappes israéliennes ont déjà tué des dizaines de journalistes. Ce n'est pas seulement tout cela. Ce ne sont pas seulement les crimes dont les gens sont lassés. C'est le fait qu'Israël ne peut pas gagner. Beaucoup de personnes dans l'Occident collectif, beaucoup de ses dirigeants, surtout si l'on exclut les gens ordinaires, car nous savons que la plupart des gens ordinaires soutiennent la Palestine. Mais si l'on regarde uniquement l'Occident collectif et ses dirigeants, les dirigeants américains, les dirigeants d'Europe occidentale, nous savons qu'ils ne s'opposent pas à la guerre et au génocide. Ils ont eux-mêmes commis des génocides. Ils sont à bien des égards les descendants de génocides. Et ensuite, ils en ont perpétré d'autres à leur tour. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé en Asie de l'Ouest avant le soi-disant génocide de Gaza. Nous disons « soi-disant » parce qu'il n'a pas vraiment commencé le 7 octobre 2023. Cela dure depuis des décennies et des décennies, depuis la création d'Israël et même avant. Mais toute la région a été plongée dans les flammes, principalement par l'Occident collectif. Et beaucoup de ces guerres pourraient elles-mêmes être considérées comme des génocides. Plus d'1 million d'Irakiens ont été tués lors de la guerre, de l'invasion et de l'occupation par les États-Unis et l'OTAN. Et puis, on peut remonter plus loin, là où l'Europe et les États-Unis, que ce soit au Vietnam ou en Corée, ont commis leur propre forme de génocide. Donc, ce n'est pas que les crimes de guerre sont aujourd'hui jugés abominables par beaucoup, c'est que les efforts d'Israël pour tenter de soumettre le peuple palestinien et de réprimer la résistance dans la région sont perçus comme un échec total. En fait, il existe une profonde crainte parmi les élites dirigeantes de tout l'Occident que la campagne de génocide et de guerre sans fin menée par Israël ne finisse par renforcer la résistance sur le long terme. Beaucoup de gens me critiquent pour avoir fait cette affirmation, mais la réalité, c'est que lorsqu'il s'agit de tenter de nier l'existence d'un peuple tout entier, puis de nier une région entière, puis de priver le monde entier de son autodétermination, le contre-coup sera bien réel. Israël a déjà commencé. Ce boycott de l'Assemblée générale de l'ONU fait partie intégrante de la délégitimation d'Israël en tant qu'entité coloniale, considérée comme indigne d'exister à long terme. C'est aussi une affirmation que la résistance continue,
que le peuple palestinien continue de se battre, que chaque char Merkava détruit par la résistance palestinienne est une raison supplémentaire pour laquelle les gens ne seront pas convaincus qu'Israël est non seulement en train de gagner, mais aussi digne de mener la guerre et le génocide, que, selon Israël et Netanyahou, mènerait à la victoire. Chaque missile, chaque drone tiré sur Israël par Ansarallah et les Houthis, et qui perce les défenses aériennes, ou force des millions d'Israéliens à se réfugier dans des abris, est une nouvelle indication pour le reste du monde que les peuples ne toléreront pas cela, en particulier ceux qui vivent dans la région. Et chaque acte de protestation, y compris ceux qui ont eu lieu devant l'Assemblée générale de l'ONU et le bâtiment de l'ONU lui-même, pendant le discours de Netanyahou, est une affirmation que même les gens de l'Occident collectif, aux États-Unis, sont conscients non seulement des crimes d'Israël, mais aussi du fait qu'il ne peut pas gagner la guerre qu'il a déclenchée. Ainsi, alors que nous regardions Netanyahou, alors que nous assistions à ce spectacle de clowns, niant le génocide et se moquant du droit international, alors que nous le voyions non pas exprimer des regrets, mais justifier les crimes de guerre commis par son régime. Nous avons maintenant 50 délégués qui participent à une démarche historique. Cela fait partie intégrante de la crise du régime sioniste. Cette crise ne va pas s'atténuer. Plus Israël poursuit son génocide à Gaza, plus il continue d'escalader sur tous ses fronts. Nous sommes désormais face à ce qui est essentiellement une guerre à 8 fronts, dont certains, par exemple au sein du Council on Foreign Relations, disent qu'elle inclut Israël en guerre contre lui-même, comme 8e front. Mais maintenant, avec tous ces fronts ouverts, avec la guerre sans fin et le génocide comme objectif final, il n'y a plus aucune raison de considérer Netanyahou et Israël autrement que pour ce qu'ils ont toujours été. Et ce moment de chute du masque que nous vivons actuellement, historiquement, sera finalement la chute du régime israélien lui-même. Le monde ne tolère plus cela. La scène internationale n'est plus un lieu où Israël peut se sentir admiré et gratifié. Désormais, Israël sera toujours jugé. Netanyahou sera toujours jugé à chaque fois qu'il prendra la parole, à chaque fois qu'il s'adressera au reste du monde. Et c'est un moment historique qui montre que la résistance n'est pas vaine, que la lutte n'est pas vaine, et que plus il y aura de réactions, plus il sera probable que nous assistions enfin à la fin de ce chapitre atroce de l'histoire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide à la mettre en avant dans l'algorithme de YouTube. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici. La description de la vidéo contient tous les liens pour soutenir cette chaîne, Patreon, Substack et bien d'autres encore. Et d'ici là, prenez soin de vous. Next time, everyone.